On va aborder aujourd'hui les droits de l'homme et l'Église au XVIIIe et XIXe siècle. D'abord, dans une première conférence, j'aborderai le texte lui-même de la déclaration que beaucoup de gens ignorent. Dans une deuxième partie, les fondements doctrinaux de cette déclaration, qui est de l'application au champ social du naturalisme ou du libéralisme. Et enfin, la réfutation, d'après le magistère des pontifes romains au XVIIIe et XIXe siècle, de ce texte fameux. Voyons tout d'abord cette fameuse déclaration des droits de l'homme. Ce sont les principes de 89, et on peut dire, sans exagération, que c'est la doctrine de la Révolution. Je lisais il y a quelque temps les mémoires d'un évêque français se rendant à Rome au temps de Pie IX. Il rencontre un de ses confrères, et lors d'une conversation, il dit à celui-ci « Bon, les principes de 89, nous en vivons ». Son confrère lui répliqua plutôt « Hélas, nous en mourons ». Nous en vivons. C'est-à-dire qu'ils ont pénétré partout. La législation, les usages, les mentalités. Ils imprègnent, ou polluent comme on veut, l'air que nous respirons. Ils se sont imposés comme des principes intangibles. Et ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les conquêtes de la pensée moderne. Nous en mourons. Ces principes corrompent les esprits, désagrègent l'ordre social, et à l'heure actuelle, aujourd'hui, ils exercent une influence sur la société. Et on peut dire qu'elle est, du moins cette doctrine, en est devenue la charte fondamentale. Est-ce qu'on n'entend pas sans arrêt, sans cesse, il suffit d'écouter la radio, nos politiciens, ou même nos hommes d'église, nous dire « nous sommes les fils de la Révolution, la République est essentiellement laïque », etc. Le laïcisme issu de la Révolution est défendu avec acharnement, du moins au XIXe siècle, par ceux qui veulent la conservation de cet état de choses, et elle va être combattue avec énergie pendant tout le XVIIIe et le XIXe siècle par les pontifes romains et la partie saine de l'Église. Nous allons tout d'abord montrer, ou du moins essayer de montrer, ce que sont ces principes et quelle fut la réaction du magistère romain. Et ainsi, chacun pourra comprendre l'enjeu de ces luttes, qui, aujourd'hui, apparemment, se sont tant soit peu apaisées. La déclaration de 89 contient ces fameux principes, et on peut dire que c'est le document fondamental qui marque une étape décisive dans l'histoire de France et dans l'histoire de la Révolution. Rappelez-vous, lors de la nuit du 4 août 1789, c'est l'abolition des privilèges. Et ceci marque la fin de l'ordre social ancien, qu'on appelle l'Ancien Régime. Les législateurs ou les constituants vont rebâtir la société sur des bases nouvelles, selon un plan nouveau. Et cette déclaration contient toute leur théorie sur la nature de la société. Le préambule de cette déclaration en indique l'importance. Il faut, dit-elle, porter remède au malheur public, à la corruption du gouvernement, et ce remède sera l'idéal de société formulé dans les articles
qui vont suivre. D'après cette introduction, chaque citoyen connaîtra ses droits, ses devoirs, et les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires séparés. Examinons cette société nouvelle où chacun connaît ses droits, où les pouvoirs sont respectés, où l'on est assuré contre les abus possibles. Que faudrait-il demander de plus pour être heureux? La lecture de ces 17 articles laisse toutefois une impression de vague, de flou. C'est un ensemble de formules imprécises, contradictoires, susceptibles de plusieurs acceptations. Manifestement, les rédacteurs n'ont pas été formés à l'école d'Aristote ou de saint Thomas d'Aquin, mais imbus des rêveries d'un Rousseau, en particulier du contrat social. La doctrine apparemment en est simple et justifie parfaitement l'appellation de demi-fou donnée par Jules Lemaître à son auteur. L'homme, à l'état de nature, vivait en solitaire dans les forêts et jouissait d'une indépendance absolue à l'âge d'or. Liberté absolue que rien ne venait restreindre, ni maître, ni loi. Bref, voilà un homme libre, heureux et oisif. Mais l'homme, suivant toujours Rousseau, a le don fatal de se perfectionner. Aussi va-t-il s'associer avec quelques semblables, et de là contestation. Aussi, pour les apaiser, on va être contraint ou plutôt ces hommes vont être contraints de fonder une société, de constituer une société. Société qui, pour être conforme à la nature de l'homme, doit respecter sa liberté. Reprenons encore les idées de Rousseau, il était autonome et doit le rester. Ce contrat social, ou ce pacte par lequel l'homme va s'associer à d'autres pour former une société, réalise cette condition et par ce moyen, l'homme va conférer ses droits, sa personne, le pouvoir qu'il détient, à une personne morale dont il reste membre, de sorte que l'autorité n'est pas la somme des droits et des volontés de chacun. Ces idées bien chimériques, chères à Rousseau, se retrouvent dans la Déclaration. Le dogme fondamental de celle-ci, c'est la liberté individuelle. Cette liberté est affirmée solennellement en même temps dans l'article 1, et je vais citer, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Là, il s'agit d'une prérogative essentielle, inaliénable. La liberté dont il s'agit ici n'est bien sûr pas à confondre avec ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire l'indifférence active de la volonté. C'est plutôt la liberté morale, ou l'immunité de toute obligation ou contrainte. Les anciens appelaient ça la libertas a coactione. Elle va loin, puisqu'elle consiste, ainsi que l'enseigne l'article 4, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Si donc nous supposons cet homme hypothétique vivant solitaire dans les bois,
Il naîtra, vivra libre de toute contrainte. Cependant, puisqu'il s'est associé à d'autres et vit en société, la liberté de l'un va se trouver limitée, bornée par celle de l'autre, qui est également respectable. De là découle l'article 4. Toutefois, il reste acquis qu'aucune autorité supérieure n'intervient. La liberté doit se limiter elle-même. Et de là découle l'égalité, qui suit naturellement. Si chacun est libre, il n'y a ni supérieur ni inférieur, tous sont égaux. Libre individuellement, l'homme doit rester libre en société. Autrement, celle-ci, l'État, la société, violerait sa nature. Et la suite de la déclaration va nous le montrer. La liberté d'une part et la vie en société, et par suite l'obéissance aux lois, ne sont pas contradictoires. Du moins c'est l'axiome qui est émis, sous-entendu, mais s'accorde parfaitement avec la liberté. Et la déclaration affirme que la vie en société est un moyen pour sauvegarder cette liberté et qu'il y a entre elles une coordination de moyens à fin. C'est ce qu'affirme l'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Cette résistance à l'oppression, c'est toujours en fait la liberté sous un autre nom. Quant à la sûreté, terme équivoque. Il est en tout cas affirmé nettement que la société civile a pour but la conservation de la liberté sacro-sainte de l'individu. Thèse énoncée qu'il va falloir maintenant démontrer ou prouver. L'argument pourrait se décomposer en deux parties. Toute société dans laquelle l'homme est, premièrement, son propre législateur, et où, deuxièmement, les lois ne lèsent en rien sa liberté, son autonomie, et même est la protection de cette liberté. Or, la société décrite dans cette déclaration possède ces deux qualités. Donc, elle préserve la liberté et par là répond bien à la nature libre de l'homme. La majeure de ce raisonnement paraît évidente, du moins on la suppose telle. Et les articles qu'il nous reste à examiner vont démontrer la mineure de ce raisonnement. L'homme est son propre législateur. Regardons l'article 3 qui déclare « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. » C'est-à-dire, en d'autres termes, que les membres de la société n'abdiquent pas le droit de se gouverner eux-mêmes. Ils ne font que remettre, que conférer ce droit en commun et en députer, en déléguer l'exercice à une personne morale qui reste le mandataire de ses subordonnés. Si on veut être plus simple, on pourrait dire que le peuple est la source, l'origine du pouvoir, et qu'il est seul dépositaire de l'autorité, et se gouverne donc lui-même. L'article 6 va développer et même renforcer ce point.
L'organe du pouvoir, son moyen de gouvernement, c'est la loi. Mais le peuple en est détenteur, et détenteur de l'autorité, et est le seul législateur. Et voilà ce que déclare ce texte. La loi est l'expression de la volonté générale. Les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Puis suit l'affirmation de l'égalité des citoyens devant la loi. La première partie de la mineure établie, il reste à prouver la seconde. La loi, par son origine, ne trouble pas la liberté. C'est ce que dit l'article 4. Et cette liberté, dit cette même déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Or, justement d'après l'article 5, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. En d'autres termes, ce qui la gêne dans la poursuite de sa fin, qu'est la liberté. La loi ne peut donc interdire que ce qui gêne, qui lèse la liberté d'autrui. C'est l'indépendance totale de l'homme. Et je cite à nouveau le texte. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. La loi n'a donc pas d'autre rôle que d'assurer l'exercice de cette liberté, de la liberté de chacun, contre des attaques venant de l'extérieur, d'ailleurs. Le premier objet qu'elle défendra avec vigueur, avec vigilance, c'est la liberté de penser. Pascal disait, au siècle précédent, l'homme est un roseau pensant. Aristote disait que l'homme est un animal raisonnable. Il est donc dans sa nature même de penser. Or, les constituants de 1789 constatent que parmi les réflexions humaines, il y a des croyances religieuses, des opinions, des systèmes auxquels on adhère parce qu'on les trouve plausibles, sans pour en avoir la certitude. Donc, tout cela relève de l'opinion, opinion variée. Mais puisque elle a pour origine l'homme, il faut les respecter, à condition qu'elles ne nuisent pas à autrui. Et voilà ce que déclare l'article 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, alors remarquez l'ironie, même religieuse, pourvu que leur manifestation ne trouble point l'ordre établi par la loi. Liberté de pensée, de parole, de presse. À quoi servirait à l'homme de penser s'il ne pouvait faire profiter ses semblables de ses élucubrations? Aussi, l'article 11 poursuit « La libre communication des pensées, des opinions, est un droit les plus précieux de l'homme, et tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à en répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Enfin, les articles 7, 8 et 9 traitent de l'impôt, dont la fin, toujours dans le langage rousseauiste, est l'utilité publique. Chacun y participe librement. Bref, ce contribuable paye, mais c'est librement qu'il le fait. Et pour terminer, nous sommes avertis
que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Article 21. Ceci, bien sûr, s'adresse à la monarchie branlante, qui va bientôt disparaître, et dans laquelle, à cause de la violation de leurs droits, les hommes étaient soi-disant malheureux, comme l'affirme le préambule. Sans doute parce que les constituants étaient des bourgeois, des possédants, des propriétaires terriens, ils déclarent, sans le prouver, que la propriété est un droit inviolable et sacré. Article 17. Sans prendre même la peine de nous expliquer comment c'est une distinction sociale fondée sur l'utilité publique. Pour ces constituants, il n'y a plus qu'à l'appliquer, la mettre en pratique. Et grâce à cette déclaration, on reviendra à l'âge d'or. Une ère nouvelle s'ouvre pour l'humanité, affranchie, émancipée, où l'homme pourra s'épanouir librement.